Delphine Lenay, le moniteur marché online. Un grand bonjour à tous. Au saut, non du lit, mais du bureau, nous voici réunis ce matin pour tenter de vous éclairer sur un sujet d'actualité brûlant. Alors, je ne choisis pas l'adjectif brûlant au hasard, je l'assume tout de go. Il fait notamment écho à une phrase que Jacques Chirac avait prononcée en ouverture du 4e sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La bonne nouvelle en matière d'achat public, c'est que nous ne regardons pas ailleurs. La mobilisation est certaine pour agir, transformer, solutionner. Cette mobilisation, elle est politique. L'achat public sera durable avec un calendrier ancré. Il y a une vraie volonté politique, en tout cas à affirmer. On verra si elle a une réalité terrain. Cette mobilisation, elle est textuelle, législative et réglementaire. Il y a une traduction juridique de la volonté politique. Donc on ancre une volonté politique, en tout cas dans les textes sur le terrain. Cette mobilisation, elle est humaine parce que c'est un changement de philosophie de l'achat public. L'achat public est pensé complètement différemment. On le pense à l'aune du développement durable et pour ce faire, on a besoin avant tout que les équipes soient actives, impliquées. Le facteur humain, on le sait bien, est totalement déterminant. Il y a donc une mobilisation pour transfigurer l'achat public à l'aune du développement durable, pour penser l'achat durable, mais où en est-on exactement? Pour prendre le pouls, j'ai la chance. Alors, comme il y a un petit écho, je vais me permettre juste, comme il y a un petit écho, quand il y en a l'un de nous parle, n'hésitez pas, vous autres, à couper votre micro, chers intervenants, si je puis me permettre, parce que comme ça, je pense que ça évitera une résonance que moi j'ai en tout cas. Merci beaucoup. Alors, donc j'en étais à pour prendre le pouls. Donc on s'interrogeait sur mais où en est-on exactement? Pour prendre le pouls, j'ai la chance de pouvoir compter ce matin sur les lumières vives et réflexives d'Adrien Toussaint, qui est directeur des ressources financières et matérielles du SDEA, donc le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. Un grand bonjour à vous. Merci de nous donner du temps et de l'énergie ce matin. Merci, bonjour à toutes et tous. Un grand merci également à vous, Maître Ourkabi, avocat, fondateur du cabinet éponyme, cabinet Ourkabi. Merci d'être là ce matin pour nous guider et pour nous éclairer sur ce sujet saillant. Ah, du coup, à cause de moi, je plaide coupable, Maître. Le micro, ouais, super. Merci à vous et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, merci à tous d'être là ce matin. Je vais me permettre un petit prélude pratico-pratique. Donc pour la pose de questions, puisque le but c'est quand même que vous puissiez nous poser vos questions et que la session soit interactive, nous ne pouvons pas prendre les mains levées puisque vous êtes trop nombreux. Nous vous proposons donc en alternative, qui peut aussi être bien parce que ça permet de poser les choses à l'écrit et donc d'avoir le temps d'y réfléchir. Vous avez le chat donc ces petites bulles sur lesquelles vous pouvez cliquer, vous poser votre question et nous tenterons d'y répondre au fil de notre webinaire. Donc quand je dis au fil, évidemment, c'est pour vous préciser qu'on ne consacrera pas de temps dédié à la fin du webinaire, les fameux 15 minutes. On s'est dit que ce serait plus fluide pour tout le monde ce matin au vu de la thématique de prendre vos questions vraiment au fil des propos et des analyses. Donc merci à vous. Autre petit point pratico-pratique, puisque ça c'était le premier. Pour le PowerPoint, nous vous proposons de le télécharger durant ce webinaire. Donc vous avez la rubrique documents. Vous pouvez directement télécharger le PowerPoint. Le but étant que vous en disposiez immédiatement et que vous ne soyez pas dans l'attente d'un mail vous le délivrant. Voilà. Donc ceci étant dit, nous pouvons passer à la slide suivante. S'il te plaît, Claire-Marie, et merci Claire-Marie qui est notre back-office technique. Donc voilà, ça c'est une jolie slide avec un joli dessin, n'est-ce pas, pour voir où nous en sommes. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît, qui pareil est plus une slide
de présentation. Et voilà, comme ça là, on sait où nous en sommes, dans quelle thématique nous nous situons. Slide suivante. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous proposer un sondage. Est-ce que Claire-Marie, tu veux bien nous mettre le sondage, s'il te plaît? Donc le sondage, pendant que Claire-Marie le met, comme ça lui laisse un peu de temps, puisqu'il y a des petites manips techniques à faire. Je vais vous le dévoiler. Donc on va simplement vous demander, très basiquement, en rappelant évidemment que les réponses sont totalement anonymes, êtes-vous au point sur le développement durable, ce qu'il recouvre et toutes ses liaisons avec l'achat public? Alors là, c'est une question, on reste dans le générique, hein, dans le général, c'est-à-dire que c'est pas êtes-vous au point sur tous les textes, etc. C'est êtes-vous au point vraiment sur le concept de développement durable, sur toutes ces résonances, ces implications et ces liaisons du coup avec l'achat public. C'est-à-dire, tiens, là, il va intervenir, tiens, bon, évidemment pour les déchets, on va y penser plus facilement, mais finalement, on se rend compte que son spectre est large. Donc voilà, est-ce que vous connaissez le spectre du développement durable? Alors, on va laisser encore 10 secondes à nos votants et je dis merci de se prêter au jeu. Donc, on va terminer le sondage, hein, si tu veux bien, Claire-Marie, et partager les résultats en toute transparence, n'est-ce pas? Les résultats sont partagés. Super, merci beaucoup. Donc, nous avons 70% qui ne sont pas au point et donc 30% qui sont au point. Donc 70% ne sont pas au point. Donc, nous ne sommes pas là pour rien ce matin, messieurs. Bonne nouvelle. Nous allons déjà, avant de passer à quelque chose de précis, ciblé, pointu, en tout cas faire un mini point de cadrage, c'est-à-dire notre sujet du jour, c'est l'achat public et le développement durable, point d'étape et levier d'action. On va vous rappeler, parce que je pense que c'est utile, de quoi on parle. C'est toujours bon de remettre un mini-temps, nano-temps, micro-temps de cadrage pour être bien sûr qu'on est tous sur la même planète. Non, nous ne sommes pas encore sur Mars avec Elon Musk, mais nous sommes bien sur la planète achat public et développement durable. Donc, je vous propose pour ce nano, micro, donc micro-nano temps de cadrage, d'abord d'essayer de reposer une définition de l'achat public durable. Donc, de quoi parle-t-on? Qui est ZACO? Et bien, si l'on en croit, alors moi je suis allée reprendre, je me suis posé la question, j'ai trouvé plein de définitions et je me suis dit, bon, laquelle prendre, laquelle est la plus complète? Il m'a semblé, mais vous me direz, messieurs, ce que vous en pensez, bien entendu, que celle qui était très intéressante, c'était celle du Plan national d'action pour l'achat public durable, qui nous dit, donc là je me permets de lire, hein, qu'un achat public durable, c'est un achat intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et favorisant le développement économique. C'est un achat public qui prend en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat et qui permet de réaliser des économies intelligentes au plus près du besoin, qui incite à la sobriété en termes d'énergie et de ressources et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. Donc, je trouvais qu'en tout cas, cette définition était pas mal parce qu'elle mettait bien en exergue le fait que l'achat public durable repose sur une approche intégrée qui dépasse la seule dimension environnementale et qui englobe bien les trois grands piliers, le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Donc, pour rappel, hein, le pilier environnemental, on est plutôt sur la limitation des impacts écologiques tout au long du cycle de vie des produits ou des services acquis. Donc, on pense à la réduction des émissions de carbone, à la gestion des déchets, dont je parlais tout à l'heure, au choix des matériaux qui sont durables.
Le volet social, donc là on est plus sur l'intégration de critères qui favorisent l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi, l'emploi de travailleurs en situation de handicap et l'égalité homme-femme par exemple. Et économique, on pense plus là au soutien aux entreprises locales, aux TPE, PME, aux structures de l'économie sociale et solidaire, en tout cas à des modèles d'affaires vertueux. Donc, en tout cas, un marché public durable cherche donc à concilier 3 dimensions pour répondre à des objectifs de performance globale et de responsabilité territoriale. Messieurs, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter, de mettre en exergue ou de commenter? Monsieur Toussaint? Pour moi, la définition, elle est complète. On met bien en évidence le travail de l'acheteur qui doit s'intéresser à l'ensemble de la dimension de l'achat. Il y a le rôle important des parties prenantes aussi et la relation que l'acheteur doit avoir avec le fournisseur pour mettre en place sa politique achat, que ce soit sur l'axe social, environnemental ou économique. Donc, j'ai rien à ajouter à cette définition. Bon, bah super. C'est très intéressant ce que vous dites sur le fournisseur, puisque on a envie tout de suite de souligner que l'achat public durable, il va rencontrer un challenge, celui de trouver un fournisseur en capacité de répondre aux besoins, parce qu'on peut avoir dessiné un besoin de manière extrêmement précise, créative et ambitieuse, mais derrière, il faut bien que l'écosystème puisse répondre et qu'il y ait un fournisseur en capacité de proposer quelque chose. Et parfois, le temps que les fournisseurs se transforment eux-mêmes pour répondre aux besoins, il va y avoir un delta. Maître, quelque chose à ajouter? Non, non, si ce n'est insister sur le caractère global. L'achat global, comme vous l'avez dit, ça intègre toute la phase de l'achat, de la définition du besoin jusqu'à la phase d'exécution, voire même la réflexion sur le renouvellement du contrat. Donc c'est cette globalité. Et comme le disait Monsieur Toussaint après vous, c'est vrai que la globalité s'apprécie au regard des intervenants, le prescripteur, celui qui fait l'achat, celui qui réalise la fourniture, la prestation, le service, et celui qui va en bénéficier à la fin. Donc cette notion globale est une notion qui correspond très très bien à la notion de développement durable. Donc, on a, je pense, tous les éléments, en tout cas de cadrage, qui permettent d'ajouter, et ce qui va nous mener ensuite à la slide suivante, que donc on parlait des fournisseurs, de l'écosystème, et qu'il y a tout un environnement qui va changer, un environnement aussi législatif et réglementaire. Et donc sur cet environnement, moi, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas hyper clair. Alors avant, juste, je voulais revenir sur la slide précédente parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit, Maître, qui était aussi extrêmement intéressant, c'est de rappeler vraiment l'intérêt de cette approche globale, puisqu'on a des approches globales versus des actions ciblées. Donc certains vont essayer de travailler le sujet marché par marché. Comment puis-je verdir, par exemple, un marché d'approvisionnement de denrées alimentaires. D'autres vont avoir une approche plus en amont et regarder comment ils peuvent rendre plus vertueuse et plus durable l'ensemble de leur organisation. Donc on n'est pas dans la même démarche, on n'est pas dans la même méthode et on n'est pas sur les mêmes actions qui donnent les mêmes conséquences. Évidemment, à long terme, on se doute bien, on n'a pas besoin de ménager le suspense, que l'approche globale, elle est plus vertueuse, mais faut-il encore en avoir les moyens? Temps, argent, ressources. Voilà, c'est toujours une équation et derrière un équilibre qu'il va falloir trouver. Évidemment, on en parlait au départ, on a l'achat public qui devient, en tout cas, qui a vocation à devenir un achat public durable. Pour stimuler cela, pour obliger les acheteurs à aller dans ce sens, on a tout un ensemble de textes qui sont intervenus, qui parfois font peur parce qu'ils sont nombreux. Donc n'ayez pas peur. On va regarder ça ensemble. Avant, je vais me permettre de faire un petit sondage numéro 2. Donc il faudrait passer à la slide suivante, s'il te plaît, Claire-Marie. Merci beaucoup. Et si tu peux, je t'en demande beaucoup, hein, mais lancer en même temps le sondage 2. Puisque là, on va vous demander plus précisément si vous êtes au point sur vos obligations actuelles. Donc là, on est sur des choses précises. Hein. Et
vos obligations à venir en matière de développement durable. Donc là, on n'est plus sur l'appréhension générique, quel est le spectre du développement durable, qu'est-ce qui recouvre, comme dans le premier sondage, on est vraiment sur quelque chose de ciblé, précis, pointu. Donc je propose 1, 2, 3, 4, 5, oui j'en ai mis 5, 5 réponses. Oui, je suis totalement au point, je suis globalement au point, je suis semi au point, je suis peu au point ou je suis pas du tout au point. Voilà. Sachant que évidemment, sondage totalement anonyme, vous avez le droit de ne rien savoir, je ne le dirai à personne, c'est promis. Et même moi, je ne vois pas qui vote quoi, hein, je vous rassure. Voilà. Donc on laisse encore un tout petit temps. Ça me permet aussi. Donc évidemment, hein, sans surprise, on va retrouver globalement les mêmes pourcentages que pour le spectre du développement durable. Donc on est super au point sur nos obligations. Il y en a très peu hein, qui sont totalement au point. Il va y avoir, en gros, on retrouve un petit peu, on est même un petit peu au-delà. On va dire qu'on a en gros 75% qui sont soit semi au point, soit pas du tout au point. Donc on est encore content d'être là. Je veux bien qu'on partage les résultats. Et Maître, on va vous demander peut-être votre commentaire sur ce résultat qui me paraît pas surprenant parce que les obligations sont quand même nombreuses et comme elles sont déployées sur une échelle temporelle présent, futur, il faut aussi s'y retrouver dans ce qui est obligatoire dès maintenant, ce qui va le devenir, etc. etc. Donc je vous propose de nous éclairer sur ce sujet afin que nous soyons tous au pinacle. Donc loi AGEC, loi climat et résilience, loi industrie verte, maître. Eh bien, Que faut-il oui. savoir? Que faut-il savoir? Déjà, on peut constater que les deux sondages que vous avez faits révèlent quand même que le foisonnement de textes n'est peut-être pas assimilé, pas totalement assimilé, ce qui est pas totalement étonnant, car souvent on reproche à la réglementation intéressant le développement durable, l'environnement, les dimensions sociales de l'achat, d'être fait dispersée dans toute une série de textes et finalement peiner à faire l'objet d'une réglementation cohérente et accessible. En fait, si on remet en perspective l'intérêt de l'achat public pour le développement durable, il faut remonter au code des marchés publics de 2006, où pour la première fois, on évoque la notion de développement durable pour une simple prise en compte au stade de la définition du besoin. Il y a eu un emballement à la fin des années 2018 avec la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3. On a eu la loi AGEC que vous avez évoquée tout à l'heure en 2020, la loi climat et résilience en 2021, le décret de 2022 qui a apporté quand même pas mal de modifications au code de la commande publique, la loi industrie verte en 2023. Voilà. Donc il y a, et j'en oublie certainement, donc il y a un foisonnement de textes qui, par touches successives, est venu modifier le code de la commande publique ou le code des marchés publics avant lui. Et je pense en fait que la réglementation concernant le développement durable est un peu affectée par l'étiquette qu'on lui a collée, qu'on a collée à cette dimension, qui était une dimension un peu secondaire, un objectif secondaire de la commande publique. D'ailleurs, les prémices de la réglementation moderne de la commande publique avec le code 2000-2006 étaient plutôt orientées vers la concurrence, vers la transparence, vers les principes fondamentaux de la commande publique. Et finalement, le développement durable était assez secondaire. Voilà. À partir de 2021, pour le coup, il devient moins secondaire. Il fait l'objet d'une disposition spécifique à l'article 3.1 du Code de la commande publique, où on nous dit, je me permets de la citation, le Code de la commande publique participe à l'atteinte. On n'entend plus Maître Ourkabi ou Non, j'ai on l'impression ne que c'est t'entend toujours à plus, défaut. maître. Ouais.
Sa connexion a bugué. Ouais, je pensais que c'était chez moi en fait, c'est pour ça. Bon, petit problème de connexion, mais on va retrouver Maître Ourkabi sous peu. Euh, on va continuer, nous, Monsieur Toussaint. Sur cette partie, alors vous allez me dire, on va retrouver Maître Ourkabi, hein, je pense qu'il nous fait un petit aller-retour parce que souvent, en redémarrant l'ordinateur, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous parce que j'ai vu qu'il y avait quelques remarques. Si vous avez un souci au niveau du webinaire, on vous conseille de partir et de revenir. Souvent, ça règle les problèmes, voire de redémarrer votre ordinateur. Voilà, ceci étant dit et fermé, Monsieur Toussaint, est-ce que vous avez eu du mal à lire ces obligations? Est-ce que vous êtes au point? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Alors, on est sur la lecture des obligations, non, pas très simple, parce qu'il y a différentes échéances, avec des choses qui ont été d'application immédiate, comme la loi AGEC, et d'autres où on nous laisse plus de temps pour intégrer les choses dans notre organisation, dans nos pratiques. Donc je pense notamment à la loi climat et résilience qui rentre en pleine application concernant les achats à partir de l'année prochaine. Non, c'est pas simple parce que les approches réglementaires sont très différentes. Sur la loi AGEC, le décret est entré en application quasiment immédiatement, donc on n'a eu aucun temps de préparation permettant de re-questionner nos pratiques. Mais par contre, oui, il y a une échéance pour laquelle on a de la préparation, donc cette loi climat et résilience, qui prévoit que à l'horizon août 2026, si je me trompe pas, que l'ensemble de nos marchés publics doit avoir une considération environnementale et pour certains, Ouais, c'est ça. les plus importants, une considération sociale. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on entend par considération? Est-ce que ce sont tous les marchés publics, dit le premier euro dépensé, etc. Au début, ces sujets-là, c'était pas forcément des questions, des questions auxquelles on avait des réponses. Euh, Après, les choses sont venues préciser par la doctrine administrative. Mais maintenant, une fois qu'on nous a dit ça, qu'on doit intégrer des considérations environnementales, il faut encore faire des choix, c'est-à-dire sur quoi on y va, comment on le fait, et ça nécessite effectivement du travail au sein des différentes structures. Donc oui, c'est bien c'est même 22 août 2026, hein, pour préciser ce que vous disiez, et tout à fait. Au niveau des freins, Alors, au niveau est-ce des que... freins, Ouais, il peut y en avoir différents types. Déjà, on a des injonctions contradictoires. Alors, c'est un peu inhérent au métier de l'acheteur parce qu'on est tiraillé par différents objectifs. L'objectif économique en premier lieu. Euh, Parfois, aller vers plus d'environnement, d'un point de vue budgétaire, c'est pas forcément évident, ça nécessite de faire passer des surcoûts. Donc politiquement, il faut pouvoir avoir des appuis pour faire passer ce genre d'arbitrage. Donc l'un des premiers freins potentiellement, ça peut être un frein éventuellement politique ou budgétaire qui font qu'on aimerait bien aller faire des choses plus vertueuses d'un point de vue environnemental ou écologique ou social plus intéressantes, mais si ça nécessite des efforts budgétaires, la structure n'en a pas forcément les moyens ou les arbitrages politiques ne vont pas forcément dans ce sens-là. Donc à l'inverse, l'un des premiers facteurs de succès sur ces sujets-là, c'est quand le politique veut y aller, quand les directions générales des structures veulent y aller, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour les acheteurs. L'autre injonction contradictoire qu'on peut avoir dans le cadre de la loi AGEC, c'est des choses sur lesquelles on a été vite confronté au niveau du SDEA, c'est des injonctions contradictoires avec des questions de sécurité. Voilà, on a une loi AGEC qui nous dit qu'il faut utiliser des pneus rechappés, mais on a aussi des normes de sécurité en termes de véhicules où on a l'interdiction d'utiliser des pneus rechappés, voire c'est parfois pas recommandé par les professionnels du secteur. Donc ça, c'est un exemple. Sur la partie informatique, on a aussi des exigences à respecter sur la mise à jour de nos matériels informatiques, téléphones portables, ordinateurs portables, avec des produits qui ont des obsolescences programmées liées aux mises à jour de Windows, Android et tous les systèmes d'exploitation qu'on peut utiliser. Voilà, les échanges que j'ai eus avec nos services de l'informatique, c'est qu'en utilisant du reconditionné, on utilise souvent du matériel
avec des systèmes d'exploitation antérieurs, ce qui fait qu'en fait, on a des durées de vie inférieures et parfois des problématiques de sécurité, voire de maintenance. Donc l'acheteur, dans tout ça, il doit réussir à trouver son équilibre pour faire avancer certains sujets, mais pas dégrader d'autres objectifs. Pas évident. Non, pas simple. Mais ça fait Parce tout l'intérêt que, aussi encore, de la matière. tout à fait. C'est une approche qui nécessite. C'est presque artistique finalement. Acrobatique. Voilà, c'est ça. C'est du cirque. Maître, on vous a retrouvé. Rebonjour. Bonjour. Ouais, génial. Du coup, on vous laisse reprendre le fil de votre pensée ou on vous aide à le reprendre, dites-nous. Oui, non, non, c'est bon, je pense avoir raccroché les wagons. Et écoutez, désolé pour cette interruption. Euh, Ça. L'application a bugué. Donc, ce que je disais, c'est, je pense, j'en étais resté à une énumération de différents textes très foisonnants qui modifient par touches successives finalement la réglementation applicable, avec la loi climat et résilience, la loi industrie verte. On est rentré dans la subtilité des dispositions un peu prospectives, avec des dispositions qui rentrent immédiatement en vigueur, d'autres qui rentreront en vigueur en août 2026. Voilà. Certaines rentrent en vigueur immédiatement pour certains secteurs et pas pour d'autres. Donc, on a une réglementation qui est globalement assez difficile d'accès. Il faut quand même le reconnaître, ce qui explique certainement le sondage que vous avez réalisé et qui est très évocateur. Je disais également que le développement durable pâtit certainement également de l'étiquette qu'on lui a collée au début de la réglementation, au début de son entrée dans la réglementation commande publique, comme étant un objectif secondaire, l'essentiel étant la concurrence, la performance de l'achat, la transparence et la réglementation, le respect de la réglementation communautaire. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que le développement durable, ça reste un principe, c'est un des principes directeurs de la commande publique qui irradie toute la procédure de passation, mais aussi la phase d'exécution, ce qui explique qu'ils ont intégré les nouveaux CCAG et que ceux qui y recourent sont invités à préciser les clauses dédiées au développement durable dans les CCAG. Je fais une petite parenthèse pour dire que ça concerne les marchés publics qui nous concernent aujourd'hui, mais également les concessions, voilà, dont le développement est croissant depuis quelques années. Donc, pour répondre à votre question et essayer de rattraper un peu le retard, si on met en perspective les différentes obligations ont été intégrées ces dernières années dans le Code de la commande publique, voilà, on peut observer que au stade de la définition du besoin, finalement, il n'y a pas eu énormément d'évolution, simplement un rappel de la règle posée en 2006, qui est que au moment de la réflexion sur la définition du besoin, l'acheteur doit prendre en compte les objectifs de développement durable. Ça existait déjà en 2006, ça existe encore aujourd'hui en 2025 et c'est rappelé dans le Code de la commande publique avec désormais une disposition spécifique, l'article 3.1, qui vient rappeler aux acheteurs que l'achat vise à poursuivre des objectifs de développement durable. Là où on a quand même une évolution, et il faut s'y préparer pour le 21 août 2026 au plus tard, c'est la nécessité d'intégrer dans la définition des spécifications techniques, ce qui vous permet de définir les caractéristiques de votre besoin en matière de fourniture, de services ou de travaux évidemment, vous devrez au plus tard à partir du 21 août 2026 prévoir des spécifications techniques prenant en considération, intégrant les objectifs de développement durable. Voilà. Donc, au stade de la définition du besoin, on reste sur quelque chose d'assez habituel avec quand même une évolution en août 2006 avec l'intégration dans les spécifications techniques des objectifs de développement durable. Il est assez marquant de constater que le développement durable intéresse également la phase candidature. Au stade de la candidature, vous avez des exclusions
de plein droit ou facultatives qui sont dédiées ou en lien avec le développement durable. On a une obligation d'exclusion de plein droit concernant l'égalité homme-femme et on a des exclusions facultatives, hein, qui sont aujourd'hui en vigueur, hein, concernant les entreprises soumises au plan de vigilance, concernant les entreprises concernées par le bilan de l'émission des gaz à effet de serre. Le premier, le plan de vigilance, c'est depuis 2022. Le bilan émissions de gaz à effet de serre, c'est depuis 2023. Et en 2026, il y aura une exclusion toujours facultative dédiée en fait au respect des obligations en matière d'information concernant la durabilité. Voilà. Donc, on voit quand même, hein, euh, l'intégration du développement durable, même dans la phase candidature, avec une nouveauté intégrant la réglementation au plus tard le 21 août 2026. Évidemment, les considérations environnementales touchent tout particulièrement les conditions d'exécution des marchés, avec deux obligations, hein, deux séries d'obligations au plus tard en août 2026, qui concernent l'obligation de prévoir des clauses, enfin en tout cas une clause environnementale et une clause intéressant les objectifs sociaux ou relatifs à l'emploi. Voilà. Alors, tous les marchés euh, ne sont pas toujours totalement adaptés aux clauses et environnementales et sociales et relatives à l'emploi, ce qui explique que ces obligations au stade des clauses d'exécution font l'objet de régimes dérogatoires en fonction de l'objet du marché ou des circonstances de l'achat, mais il faut quand même avoir en tête et intégrer ces nouvelles obligations à compter au plus tard d'août 2026. Voilà. Et il y a, et j'en terminerai par là concernant cette chronologie des obligations, euh, l'intégration obligatoire d'un critère environnemental au plus tard à partir donc, du 21 août 2006. Le critère environnemental, on le connaît depuis assez longtemps. Il a posé très longtemps, comme le critère social d'ailleurs, des difficultés lorsqu'il était question de chercher un lien entre le critère, l'objet du marché et ses conditions d'exécution. Aujourd'hui, ce lien a été très largement facilité par le Conseil d'État, mais il faut bien avoir en tête qu'à partir d'août 2026, l'obligation d'utilisation d'un critère environnemental fait son apparition. Alors, ça a des conséquences directes, c'est que vous n'aurez pas le choix, à part si vous rentrez dans une hypothèse d'exclusion, à réfléchir, mais surtout, ce à quoi nous étions habitués, c'est-à-dire la possibilité de faire certains achats avec un critère unique du prix. En fait, ben, ce critère unique du prix va sortir automatiquement, hein, de la réglementation pour être remplacé finalement par d'autres critères financiers, hein, qui est un critère du coût global ou le coût du cycle de la vie, de vie de l'achat qui intègre en fait une dimension qui n'est pas simplement financière. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, au niveau de ces obligations, on en est à peu près là, avec un basculement le 21 août 2026, avec de nouvelles obligations au stade définition du besoin, clause d'exécution, candidature et critères de choix. Alors, j'en profite, c'est vrai que c'est une chronologie, enfin une frise, on voit la frise chronologique que tout le monde devrait accrocher dans son bureau, avec en effet les différents points qui l'animeraient. Je vais vous poser quelques questions, maître, que nous avons, enfin quelques-unes des questions que nous avons reçues puisqu'elles sont nombreuses. On vous demande si la loi climat et résilience est applicable uniquement aux marchés passés en procédure formalisée ou également aux procédures adaptées. Ouais, certaines obligations sont effectivement réservées à des marchés de seuil communautaire, donc des procédures formalisées. Voilà. Et concernant certaines obligations,
D'ailleurs, ce seuil s'apprécie lot par lot. Voilà. Donc effectivement, toutes les procédures sont pas concernées. On vous demande, pardon, on vous demande également que désigne-t-on exactement par spécification technique? Fait-on référence au CCTP? Alors, les spécifications techniques sont les caractéristiques techniques de ce que l'on achète. C'est un élément de définition qui se fait par référence à des normes, potentiellement par rapport à des délais, des caractéristiques techniques, épaisseur, largeur, hauteur, matériaux, euh, qui intègrent parfois des process de construction. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de définir le besoin à satisfaire. Voilà. Avec, je ne vais pas faire des développements sur la définition du besoin, mais avec le souci de ne pas non plus restreindre excessivement l'accès. Donc, c'est ce qui vous permet de caractériser votre besoin et de le définir de façon objective. Alors, maître, quel est le risque juridique si on n'a pas de critères environnementaux sur un marché lancé le 22 ou le 23 août 2026? Bonne question. Écoutez, je pense que le risque, c'est effectivement de commettre une illégalité. Euh, Comme vous le savez, toute illégalité ne se traduit pas par une annulation, par une sanction de la procédure de passation. Toute la question sera de déterminer l'incidence de l'illégalité sur la procédure de passation, sur le choix de l'opérateur économique, sur les conditions dans lesquelles les opérateurs ont été différenciés. Vous dire qu'il n'y aura pas de risque, ça serait vous mentir. Je pense qu'on touche une illégalité qui concerne les critères de choix qui déterminent le classement des entreprises et permet de déterminer l'attributaire. Donc potentiellement, on est sur une illégalité qui est susceptible d'emporter l'annulation de la procédure de passation. Voilà. On vous demande également pour les clauses sociales, doivent-elles être mises en place sur tous les lots ou sur certains d'entre eux? Certains d'entre eux. Certains d'entre eux, de mémoire, c'est uniquement ceux de seuil communautaire. Alors, si l'achat vise déjà la protection de l'environnement, par exemple, éducation aux économies des ressources, est-ce que cela équivaut à une spécification technique? Exactement. C'est la position de la direction des affaires juridiques qui considère que la loi n'a pas voulu se montrer excessivement prescriptive et contraignante. Elle a simplement souhaité que, au stade de la définition du besoin, sans nécessairement aller aux spécifications techniques, le développement durable soit pris en considération et se traduise par des exigences en termes d'achat. On vous demande également, pouvez-vous, alors les spécifications techniques, ça taraude beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Pouvez-vous donner un exemple en termes de spécifications techniques? Les spécifications techniques peuvent être définies en termes de performance. Donc, on pourrait prévoir une spécification technique qui prescrit une performance en termes environnementaux, dire potentiellement l'émission de carbone, ça peut être un seuil de pollution, ça peut être un seuil d'utilisation de matériaux neutres, par exemple. Euh, voilà, ça peut se traduire soit par une définition technique, soit par un objectif exprimé en termes de performance. Alors, question qui rejoint une discussion que nous avions, maître, en préparant ce webinaire. Avez-vous des conseils sur des clauses pertinentes en matière de prestations intellectuelles? Ça, c'est toujours the question, pas évident. Écoutez, ouais, je pense qu'on ne peut pas exclure par définition que la définition d'un besoin concernant une prestation intellectuelle intègre des dimensions environnementales. Il y a des structures dédiées aux services qui aujourd'hui font l'objet d'une certification ISO 14001.
c'est-à-dire que dans leur process de prestation de service, ils intègrent, ils intègrent une dimension environnementale qui peut prendre par exemple la forme toute simple, hein, c'est de s'engager à utiliser les transports en commun lors de déplacements professionnels, en cadre de réunions de travail, pour l'exécution d'une prestation de conseil, par exemple. Voilà, c'est une dimension environnementale. Euh, donc voilà, il y en a d'autres. Hein. Ça peut intégrer aussi des conditions d'exécution, hein, avec des engagements pris en termes d'impression de documentation, en termes de gestion des outils informatiques, en termes d'équipement de la structure qui accomplit la prestation de service. Donc en fait, c'est vrai que c'est moins intuitif qu'en matière de travaux, où on va pouvoir imposer l'utilisation de matériaux écologiquement, environnementalement neutres, voilà. Mais dans la prestation de service, certes, elle est essentiellement le produit d'un travail neurologique, mais qui ne se fait pas seul, elle se fait avec des outils informatiques, elle se fait avec des modes de déplacement, elle se fait avec une gestion des bases de données, et, etc. Alors, je prends encore une ou deux questions, parce qu'on a énormément. Donc, je suis désolée pour ceux dont je ne pourrais pas prendre la question. Alors, le fait d'uniquement prévoir des modalités d'exécution durables suffirait pour le respect des obligations en matière d'inclusion des considérations environnementales, maître? Est-ce que ça Ben, suffit? de toute façon, le fait de prévoir des conditions d'exécution induit nécessairement, au stade de la définition du besoin, la prise en considération du développement durable. À partir du moment où vous décrivez dans les conditions d'exécution des conditions de réalisation de l'objet, forcément, les clauses vont participer à la prise en compte du développement durable au stade de la définition du besoin. Voilà. Sachant qu'on a aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a assez peu de jurisprudence en la matière, hein, mais le Conseil d'État a quand même déjà posé un principe d'obligation de moyens dans l'exercice de définition de l'objectif de définition du besoin, en prenant en considération les exigences de développement durable. Et, et c'est vrai que le contrôle sera peut-être un peu plus strict concernant les spécifications techniques ou les conditions d'exécution, euh, mais le juge devra prendre en considération l'objet du marché et la capacité de l'acheteur euh, de prendre en considération le développement durable. Encore une fois, le développement durable ne se prendra pas en considération de la même façon concernant l'exécution de travaux, la réalisation d'une production qui est en elle-même polluante, voilà, et la réalisation d'une prestation intellectuelle, euh, forcément, ce ne sera pas le même degré d'exigence parce que les impératifs et les capacités de l'acheteur ne sont pas les mêmes. Confirmez-vous une dernière, et après on va continuer, confirmez-vous que les normes obligatoires n'ont pas à être prises en compte dans les considérations environnementales? Ben, en fait, c'est un vrai sujet, mais Mm. effectivement, des normes obligatoires en soi, ça n'intègre pas la définition du besoin parce qu'elle s'impose. Donc finalement, imposer dans le cadre de la définition du besoin quelque chose qui s'impose de par une loi, de par une norme, finalement, ce n'est pas faire son travail de définition, c'est simplement faire un travail de, de respect de la norme. Donc voilà. Mais en revanche, appliquer une norme au-delà des exigences, au-delà de son périmètre d'application, permettra de satisfaire le besoin. Alors, merci maître pour cet éclairage. J'espère que du coup, si on refaisait le sondage, on aurait un pourcentage un peu plus important de gens qui se sentent un peu plus confortables avec ces obligations, même si, comme vous le soulignez tous les deux, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, c'est assez acrobatique, comme disait Monsieur Toussaint.
Alors, ce qui est intéressant aussi après avoir eu cette vue chronologique et cette vue sur les obligations qui nous saisissent aujourd'hui et qui vont apparaître demain, c'est la mise en musique terrain. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît, Claire-Marie. Donc, parce qu'il est fondamental d'aller éprouver le terrain et de prendre conseil auprès de ceux qui ont expérimenté. Je vais demander à Monsieur Toussaint, donc du SDEA, qui représente le SDEA, comment il a mis en musique le développement durable dans son organisation. Donc, je ne ménage pas de suspense. Le SDEA a une approche globale, une approche stratégique qui nourrit l'action de son organisation et ses pratiques. Pour la nourrir, la conduire, la guider, a été échafaudé un SPASER, donc un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Ce n'est pas le premier opus, c'est le deuxième. Il me semble que le premier c'était 2019-2022 et le deuxième c'est 2023-2026 de mémoire. Exact. Vous me corrigerez. Voilà, bon bah tant mieux, j'ai bien retenu. Et donc je vous laisse nous en dire plus, Monsieur Toussaint, si vous le voulez bien. Oui, merci. En fait, on s'y est pris donc depuis bien avant 2019. 2019, c'était l'arrivée des Spazer et d'un outil qu'on a trouvé pertinent, bien qu'on n'était pas dans le giron des structures qui avaient obligation de l'adopter. Mais c'est un document qui a le but de structurer l'approche. Avant cela, on avait déjà une démarche environnementale dans le matière d'achat au niveau du S2A parce que ça fait un petit moment qu'on est dans une démarche de certification ISO 14001 et donc on a un peu challengé un peu nos besoins, nos pratiques pour y intégrer de la prise en compte environnementale. Mais même d'un point de vue réglementaire, Maître Ourkabi le disait bien tout à l'heure, déjà le code des marchés publics en parlait. Donc c'était pour nous une manière au SDEA d'intégrer nos achats dans l'un de nos principaux objectifs que j'ai un peu mis en évidence dans la diapo, c'est la protection de la ressource en eau. Le SDEA, c'est un syndicat de gestion des eaux, de l'eau potable, de l'assainissement et des milieux aquatiques. Donc forcément, dans notre ADN, on a cette prise en compte de l'environnement, on est sur des services publics environnementaux. Donc pour nous, il était déjà assez naturel que les achats devaient y contribuer. Le SPASER, lui, il nous a aidé finalement à structurer la démarche, à éviter de trop nous disperser sur différentes actions et d'aller chercher des appuis hiérarchiques et politiques sur les actions qu'on voulait mettre en œuvre pour obtenir des arbitrages sur la direction à prendre et permettre à nos acheteurs de savoir sur quoi travailler en priorité. Donc, bien entendu, la ressource en eau, mais pas que, puisqu'on travaille sur la biodiversité, sur la décarbonation, sur la réduction des déchets ou l'économie circulaire, le renouvelable, beaucoup ces dernières années aussi. Donc la première approche a été celle de finalement de se structurer et de dire sur quoi on veut travailler. La question de l'environnement, on l'a vu dans les premières slides, c'est quelque chose de tellement vaste, c'est que si à un moment donné on se dit pas, bah nous notre atout c'est ça, là on a envie de travailler là-dessus, on fait ces choix-là, peut-être pour faire parfois l'impasse du reste parce qu'on peut pas aller partout au milieu des acheteurs, on a tous des moyens limités et d'autres objectifs à poursuivre. Enfin, commençons déjà par faire des choix sur des actions qui nous semblent peut-être plus faciles à atteindre, ou en tout cas où on a plus de facteurs de réussite. Donc ça a été la première approche, ça a été ça. La deuxième, c'était de regarder ce qu'on faisait déjà. En fait, on se rend compte que d'un point de vue très pragmatique, voire d'un point de vue économique, on a déjà des actions vertueuses à peu près dans toutes les structures. Soit parce qu'elles étaient d'abord motivées par des gains économiques et qui avaient également des gains environnementaux, soit parce que ce qu'on peut appeler par ailleurs le bon sens paysan fait qu'on a déjà des collègues qui appliquent déjà des bonnes pratiques mais qu'on les valorisait pas assez. Donc le premier SPASER était très centré là-dessus, c'est recenser toutes les actions, celles qu'on fait déjà, pour les pérenniser, les valoriser et ensuite creuser pour voir ce qu'on pourrait faire encore de mieux. Voilà, le deuxième SPASER s'est présenté comme étant un peu plus ambitieux sur certains sujets, sur d'autres où on avait de bonnes idées, on s'est rendu compte que elles étaient très compliquées à mettre en œuvre, elles ont carrément disparu du SPASER parce qu'en creusant, on s'est aperçu qu'on n'arriverait pas à le mettre en place ou qu'à l'inverse, qu'on n'arriverait pas à avoir un impact significatif d'un point de vue de l'environnement.
Et ce qui est aussi une nouveauté dans le dernier Spazer, c'est qu'on a intégré un axe lié à la gouvernance de ce schéma. Donc traditionnellement dans les Spazer, on retrouve l'axe environnemental, l'axe social, qui décline tous les outils du code de la commande publique et la manière dont on souhaite les mettre en œuvre dans le cadre de nos achats. Ce qui manquait en fait la première fois, c'était un outil de gouvernance qui permettait de voir comment les choses avancent dans le quotidien d'un service achat, d'un service commande publique. Donc on a fait vraiment de la commission d'appel d'offres un rôle central, ce qui fait qu'à chaque dossier présenté en commission d'appel d'offres, on fait un focus sur le Spazer et la manière dont on l'a décliné dans le cadre du marché pour que les élus, non seulement ils puissent se positionner sur le marché, mais qu'ils puissent aussi avoir un retour de ce qu'on a fait sur les sujets environnementaux et sociaux, et du coup aussi, si on a besoin d'aller avoir un arbitrage pour ajuster nos pratiques, d'aller le demander directement à l'occasion de cette CAO. On a rationalisé, donc c'est-à-dire que on avait beaucoup d'indicateurs à un moment donné qu'on n'arrivait pas à suivre et ça pouvait nous mettre en difficulté d'ailleurs dans notre processus de certification ISO. Donc on a réduit le nombre d'indicateurs et on a un outil de gestion de nos achats à l'intérieur desquels on a rajouté des questions que les acheteurs complètent à chaque marché, ce qui permet à chaque marché de savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, donc de faciliter le travail de nos acheteurs au quotidien grâce à cet outil informatique. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on communiquait pas assez. En fait, on faisait des choses intéressantes, mais elles n'étaient pas forcément connues, déjà en interne, dans la structure du S2A. Tout le monde connaissait pas ce fameux schéma et ce que le service achat faisait, mais aussi vis-à-vis des autres élus qui ne sont pas dans la commission d'appel d'offres, et vis-à-vis de l'extérieur aussi, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des citoyens. Et puis sur la partie mobilisation, fédération, je pense que c'est toujours le sujet le plus compliqué. C'est que dans nos structures, on a des moyens qui sont ceux qui sont. On a beaucoup de travail, beaucoup de dossiers. C'est pas évident d'aller mobiliser les services techniques sur la mise en place de la loi climat et résilience. Ils ont d'autres priorités par ailleurs. Donc les convaincre, les mobiliser, leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt d'y aller et qu'en travaillant sur ces objectifs-là, ils travaillent sur leurs autres objectifs aussi. Voilà, ça demande aussi du temps, des moyens, de l'énergie. Et on a essayé via ce volet gouvernance aussi de montrer quels sont les outils qu'on allait mettre en place pour aller à la rencontre de nos autres collègues là-dessus et de convaincre les plus réfractaires. C'est un outil qui réunit hein, en matière de développement durable. C'est très intéressant ce que vous disiez au départ pour ceux qui ne se sont pas lancés dans une démarche aussi aboutie pour des raisons variées. C'est vrai que auditer, savoir déjà ce que l'on fait, ça peut être précieux et ça peut également permettre de se mettre en marche de manière peut-être plus organisée pour la suite. Je vais me permettre de prendre une ou deux questions avant de continuer sur la rubrique plutôt ressources et outils, qui sera la rubrique finale. Alors, j'avais une question très intéressante. Ah oui, peut-on savoir quel est cet outil informatique de suivi des indicateurs du Spazer, Monsieur Toussaint? Ah oui, alors on utilise SAP qui est un logiciel un ERP, un logiciel de gestion des achats, de la maintenance et des finances. Et on a développé dans l'interface qui sert à gérer les contrats, les marchés, un volet achat responsable avec justement un certain nombre de questions liées à nos axes d'Espazer pour que les acheteurs puissent indiquer toutes les actions qu'ils ont mises en œuvre contrat par contrat. Et puis moi qui suis à la direction de tout ça, ça me permet de faire des extractions et de compiler des indicateurs pour voir les sujets sur lesquels on avance et les sujets pour lesquels on a plus de mal. Oui, mais c'est vrai que tout Donc on est sur l'intérêt un du outil, Spazer, oui, on est sur un outil sur mesure pour le coup. ouais, c'est du luxe. Non, Oui, mais je sais que c'est une chance, hein. Franchement, oui, oui, non, non, mais c'est chouette. Mais c'est aussi rappeler toute l'importance du fait qu'un Spazer n'a aucun intérêt s'il n'est pas suivi. Puisque oui. finalement, bon, ça reste un document de décoration. Faut pas que ça reste cosmétique, faut que ce soit vraiment ancré dans l'action et donc qu'il y ait un suivi pour pouvoir eh bien, réagencer les priorités, etc.
Quelles actions du Spazer ont été mises en œuvre, Monsieur Toussaint? Auriez-vous des exemples, nous demande-t-on. Oui, on a des exemples. Si je peux prendre sur la protection de la ressource en eau, par exemple, on met en place ce qu'on appelle des marchés de protection de la ressource. J'ai des collègues qui ont pour but d'aller à la rencontre des agriculteurs et de mettre en place de nouveaux filières qui sont plutôt protectrices de la ressource en eau parce qu'elles utilisent moins d'eau ou moins de pesticides, voire les deux. Donc on essaye via les marchés, via des partenariats, d'aider ces agriculteurs-là à trouver des débouchés et nous, on peut mettre en place des paiements de services environnementaux avec les agriculteurs qui changent de pratique. Voilà, on l'a mis en place. Par exemple, on a créé aussi une station d'épuration associée d'un méthaniseur pour méthaniser les boues et créer du biogaz. Il fallait trouver des intrants végétaux. On a utilisé ces marchés de protection de la ressource pour convaincre les agriculteurs de changer de pratique et intégrer une plante justement peu utilisatrice de pesticides dans ces méthaniseurs. D'une manière différente aussi, on intègre dans tous nos marchés d'intervention, que ce soit sur des réseaux d'eau potable, sur des ouvrages, sur des rivières, des dispositifs de prévention des pollutions. Donc, quand on parlait des spécifications techniques tout à l'heure, tout ce qui est action de prévention des pollutions, pour moi, ce sont des considérations environnementales. C'est-à-dire qu'on analyse les risques environnementaux d'un chantier, comme on analyse les risques liés à la sécurité de nos agents, de nos salariés. On met en place des CSPS sur l'aspect sécurité. Nous, on met en place des plans de respect de l'environnement sur nos chantiers pour indiquer que, voilà, attention, là, il y a éventuellement telle espèce invasive qui se situe à proximité du chantier, soyez vigilants dans l'utilisation des déblais et leur destination. Vous avez une rivière à proximité, donc en cas de pollution, de fuite de réservoirs, de fuite d'hydrocarbures, ayez tout ce qu'il faut sur place pour pouvoir réagir et on vérifie que les personnels qui viendront sur chantier ont été formés et sauront réagir si on a ce genre de problème. On peut aussi avoir la présence de riverains, d'écoles ou ce genre de choses. Donc on met en place systématiquement dans tous nos marchés de travaux ce plan de respect de l'environnement qui va avoir des contraintes plus ou moins fortes en fonction du contexte dans lequel s'intervient le chantier. Sur des marchés de services, on va plus aller sur des questions sociales, avec des marchés réservés, de l'insertion sociale, des actions sociales aussi, pour voir au-delà des heures d'insertion, qu'est-ce que pourraient faire nos prestataires dans le cadre de l'exécution du marché qui pourrait aider justement les personnes éloignées de l'emploi à trouver du travail ou à faire des immersions, à être sensibilisées au métier en question et si possible dans le cadre de l'exécution des bons de commande du SDE. Merci pour cette réponse très riche, Monsieur Toussaint. Je vous propose, puisque l'heure avance inéluctablement, on ne peut pas l'arrêter, n'est-ce pas? C'est le principe du temps, de passer à la slide suivante et de nous donner quelques outils et ressources que vous trouvez utiles. Pourquoi? On en a discuté en préparant cette session, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources sur le sujet, que peut-être on a finalement tendance à s'y perdre et qu'avoir une ou deux références incontournables, un outil précieux, ça peut vraiment faire gagner du temps et alimenter une réflexion de manière saine. Monsieur Toussaint, auriez-vous des ressources à partager avec nous, des conseils? Oui, il y en a beaucoup. C'était peut-être le problème au début du sujet, c'est que ça manquait de ressources, d'explications de comment faire, et maintenant il y en a énormément. Il y a notamment les guides de la DAE, la Direction de l'achat de l'État, que je trouve très intéressants. Ils sont riches, il y a beaucoup d'informations réglementaires ou juridiques, mais il y a aussi beaucoup de propositions, de clauses, de modèles, d'annexes. Donc et en plus, ce sont des choses que eux-mêmes ont expérimentées, donc ce sont des choses qui sont très clairement applicables. Dans toutes les régions, à ma connaissance, il existe des guichets verts. Donc ce sont des structures qui ont pour objectif rôle de conseiller les acheteurs qui souhaitent pouvoir mettre en œuvre du social ou de l'environnement dans leur marché et qui ne sauraient pas comment s'y prendre et qui voudraient pas forcément tâtonner mais aussi bénéficier du benchmark,
du retour d'expérience d'autres acheteurs. Les guichets verts sont, je trouve, une des ressources très précieuses pour les acheteurs. Nous, on travaille au niveau du Bas-Rhin avec le relais 2D qui nous aide énormément dans toute cette approche. Donc, si j'en conseillerais deux, je conseillerais au moins ces deux-là. Donc le guide de la DAE et le recours au guichet vert, qui sont un conseil de premier niveau, mais qui peut vraiment être intéressant pour amorcer quelque chose. Maître, vous auriez quelque chose à ajouter? Écoutez, non, c'est vrai que la direction des affaires juridiques met à disposition un nombre d'outils, de guides, que je trouve également très pertinents. Euh, ils ont mis en place aussi au niveau local et national un nombre de formations tout à fait conséquent, avec de retours d'expérience qui, à mon avis, aujourd'hui permet à tout acheteur qui est déterminé à intégrer le développement durable dans ses achats de trouver la matière nécessaire. Donc merci. Ça vous permet peut-être de poursuivre ce qu'on vous a délivré ce matin de manière plus approfondie et de le mettre en action directement. Notre session prend fin. J'espère que vous aurez pu y trouver des ressources, des sources de réflexion, des indications et des questions à toutes des réponses pardon, à toutes les questions qui pouvaient vous tarauder. Merci Maître Ourkabi, merci Maître Monsieur Toussaint pour votre temps et votre partage. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures autour de l'achat public. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.